bienvenue dans L'amour dans les égouts sur notre chaîne C'est entre nous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui nous concerne un peu tous à un moment donné. Pourquoi est-ce que deux personnes qui s'aiment, genre vraiment à la folie, qui ont construit toute une vie ensemble, elles finissent un beau jour par se comporter comme de simples colocataires? Ouais, les fameux colocataires qui se croisent juste dans le couloir, C'est ça. en parlant uniquement de la liste de courses ou de qui va chercher les enfants à telle heure. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un vrai décryptage. On va analyser un script fascinant qu'on a trouvé pour comprendre les mécaniques invisibles qui tuent les relations à petit feu. Et le but de cette analyse, c'est surtout de voir comment on peut briser cette glace, comment on recrée un espace de dialogue qui soit vraiment sécurisant. Exactement. Et on prévient tout de suite, on va pas faire de la théorie froide ou donner des leçons, on va plonger dans les rouages intimes du couple avec des témoignages concrets et des outils vraiment pratiques tirés de notre source du jour. Et pour poser le cadre tout de suite, la question centrale, celle qui fait un peu mal, c'est de comprendre comment ce silence s'installe. Oui, parce que ça arrive pas du jour au lendemain. Bah non, c'est jamais un choix conscient. Enfin, personne se lève un matin en se disant « Tiens, à partir de maintenant, je vais arrêter de dire ce que je ressens pour bien créer un énorme fossé avec mon partenaire. » Ah ça c'est sûr. C'est un processus hyper insidieux. En fait, on fait semblant que tout va bien juste pour éviter une petite dispute, puis on le fait une deuxième fois, une troisième fois. Et ça s'accumule. Voilà, cette accumulation de non-dits, ça crée une distance invisible à l'œil nu au début, mais qui finit par complètement ronger la structure de la relation. Bon, décortiquons un peu tout ça. Moi j'aime bien utiliser une analogie pour ça. Les non-dits, c'est exactement comme toutes ces petites applications qui tournent en arrière-plan sur un smartphone. Ah ouais, la fameuse batterie qui se vide. C'est totalement ça. Genre on a le téléphone dans la poche, l'écran est noir, on a l'impression qu'il se repose bien tranquillement. Mais en réalité, le GPS cherche le signal, le Bluetooth tourne dans le vide, les réseaux s'actualisent. Tout ce qu'on voit pas, quoi. Et ces applis invisibles, elles siphonnent la batterie. Et à un moment donné, paf, en plein milieu de l'après-midi, sans aucun signe avant-coureur, le téléphone s'éteint. C'est une super image. La relation amoureuse, c'est pareil. On se dit que l'absence de conflit, ça veut dire que tout roule. Alors qu'en fait, l'énergie du couple est complètement siphonnée par tout ce qu'on n'ose pas se dire. Et ce qui est fascinant ici, c'est le piège de la définition qu'on donne à la communication émotionnelle. C'est-à-dire? La société nous conditionne à croire que parler de ses sentiments, c'est faire des grandes déclarations d'amour sous la pluie, un peu comme à la fin d'un film, tu vois. Ah ouais, la passion, les violons, tout ça? C'est ça. On célèbre toujours l'expression de la joie, de l'amour, mais communiquer ses sentiments, selon notre source, c'est surtout avoir le courage immense de verbaliser l'inconfort. Oula, oui, c'est moins romantique d'un coup. Grave, c'est être capable de regarder l'autre dans les yeux et de dire « Écoute, je me sens atrocement seul en ce moment » ou bien « J'ai besoin de plus de tendresse » ou même « J'ai peur de te perdre ». C'est tout le spectre émotionnel, en fait. Exactement, y compris les zones d'ombre. C'est pas juste la vitrine toute joyeuse qu'on met sur les réseaux sociaux. Mais c'est terrifiant. Dire « je me sens seul » à la personne qui partage notre vie, qui dort à 50 cm de nous, c'est l'aveu d'une faille énorme. C'est hyper vulnérable, oui. C'est admettre que le petit système qu'on a construit ensemble, il est défaillant. Et c'est pour ça qu'on se tait. On a peur de blesser l'autre, ou pire, on a peur qu'il ne réponde même pas à cet appel au secours. Et c'est là qu'il faut rassurer quiconque écoute cette analyse. Ce phénomène d'éloignement, cette sensation d'être seul à deux, c'est quasi universal. Ah oui, c'est pas une anomalie. Non, c'est pas un échec isolé du tout. En fait, c'est presque la trajectoire par défaut d'une relation si on fait pas cet effort constant de ramer à contre-courant. C'est rassurant d'un certain côté. Et d'ailleurs, le document souligne bien que cet éloignement, c'est presque jamais le signe que l'amour a disparu. C'est juste le symptôme d'un système de communication qui est en panne. Le moteur tourne encore, mais la courroie est cassée, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on observe des dynamiques géniales pour réparer cette courroie. Si on prend le cas de Claire et Antoine, c'est une illustration parfaite de cette bascule. Ah oui, leur histoire, c'est vraiment un cas d'école. On parle de deux trentenaires, ils ont 35 et 38 ans, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. 12 ans, ouais, le cap classique. Bah oui, c'est le moment où la logistique bouffe tout le reste. Il y a les enfants, le prêt de la maison, la fatigue du boulot. Et ils en étaient vraiment arrivés à ce stade du vivre côte à côte. La fameuse multinationale familiale. C'est ça. L'intendance était gérée à la perfection, mais ils partageaient plus aucune émotion profonde. Jusqu'au jour où Claire a complètement craqué. Elle n'en pouvait plus de la façade. Elle a fini par avouer de façon très frontale sa solitude. Et la réaction d'Antoine dans le témoignage est hyper révélatrice, parce qu'il est tombé dénu. Il s'y attendait pas du tout. Pas une seconde. Pour lui, vu qu'ils se disputaient pas, le couple allait super bien. Mais il a eu un réflexe incroyable. Face à ses larmes, il l'a écouté et il ne l'a pas interrompu
une seule fois. Et ça, ce petit détail, c'est monumental. Ne pas interrompre, c'est un effort cognitif énorme, surtout quand quelqu'un exprime une souffrance dont on se sent indirectement responsable. C'est clair qu'on a direct envie de se défendre. Le cerveau, face à un reproche, il se met direct en mode survie. On veut se justifier, minimiser ou trouver la solution dans la seconde pour faire taire l'inconfort. Mais Antoine a fait l'inverse. En se taisant, il a laissé l'émotion de Claire prendre toute la place dans la pièce, sans essayer de l'effacer ou de la corriger. Et le plus fou, c'est qu'ils ne se sont pas contentés d'une bonne discussion ce soir-là pour faire genre tout va bien. Ils ont mis en place un truc radical, un vrai rituel fixe. C'est ça, institutionnalisé. Une fois par semaine, ils s'assoient, ils coupent tout. Pas de téléphone, pas de télé. Et ils se posent une seule question. Comment tu te sens vraiment en ce moment? Et le mardi à 18h, ça tue pas complètement le romantisme. Ah, c'est la critique classique. Bah oui, on transforme l'amour en comité d'entreprise là, non? C'est le réflexe naturel de se dire ça. On idéalise tellement la spontanéité et les élans passionnés qui sortent de nulle part. Mais dans la réalité d'un couple éloigné depuis des années, la spontanéité, elle n'existe plus. Elle a disparu sous la pile de linge, quoi. Littéralement, elle est étouffée par la fatigue ou la peur du conflit. Ce que fait ce cadre très rigide, c'est qu'il offre une sécurité émotionnelle absolue. Ok, je vois. C'est un espace-temps délimité, les règles sont claires, il n'y a pas de piège. Antoine a même avoué que c'est ce cadre qui lui a permis de dire qu'il était lui-même terrifié à l'idée de montrer ses failles. Donc le rituel, ça absorbe un peu la charge de la vulnérabilité. Exactement. Penseuse-y. Quand ça va pas, le plus dur, c'est de trouver le bon moment pour en parler. Ah oui, on se dit toujours, ah non, là il est fatigué, oh non, on va être en retard. Et les mois passent. Avec le rituel, le bon moment, il est dans l'agenda. Paradoxalement, cette contrainte très froide a ramené une vraie liberté émotionnelle. Ils sont passés à un lien beaucoup plus mature. Vu comme ça, la structure, c'est un peu le filet de sécurité pour les acrobates. C'est une très belle image. Mais attention, parce que le silence, c'est pas le seul poison. Parfois, le problème, c'est l'inverse complet. C'est quand on communique, mais d'une façon tellement défensive que ça explose. C'est tout à fait le cas de notre deuxième exemple, Sarah et Lucas. Ouais, eux, ils sont dans une autre configuration. Ils ont 26 et 28 ans, ensemble depuis 3 ans. On n'est pas dans l'usure de 12 ans de vie commune. Non, là on est vraiment dans l'insécurité des fondations du couple. Et Sarah, elle avait ce syndrome de la fille cool. Elle était paralysée à l'idée de paraître trop exigeante. Elle avait besoin d'affection, mais elle jouait le rôle de la partenaire qui demande jamais rien. Et à force de rien dire pour pas faire de vagues, la pression a monté. La fameuse cocotte minute. Et lors d'une bête dispute, boum, tout sort d'un coup, avec beaucoup d'agressivité. Lucas s'est retrouvé complètement submergé. Il a même dit qu'il ne savait plus du tout comment se comporter. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que leur sauvetage s'est joué sur une petite astuce de grammaire. Ah oui, le passage du tu au je. C'est ça. Ils ont banni le tu accusateur. Fini les tu m'écoutes jamais, tu fais toujours passer tes potes avant, et ils ont remplacé ça par je me sens ignoré, je me sens relégué au second plan. C'est une bascule fondamentale dans la communication. J'aime bien comparer ça à une bagnole. Dire tu, c'est comme donner un gros coup de pied dans le pneu de l'autre en hurlant ta voiture est nulle, elle avance pas. Forcément, l'autre va défendre sa voiture. Ah bah oui, alors que dire « je », c'est ouvrir son propre capot et dire « écoute, j'ai un bruit super bizarre dans mon moteur, viens m'aider à regarder ce qui cloche ». Cette image de l'ouverture du capot, elle explique super bien la neuroscience derrière tout ça. Ah oui, il y a de la science là-dessous. Bien sûr, quand on utilise le tu, on déclenche direct une alarme dans l'amygdale de notre partenaire, la zone du cerveau qui gère les menaces. Ah waouh. Le corps se prépare littéralement au combat ou à la fuite. Le bouclier se lève et surtout, l'ouïe se ferme. L'autre n'écoute même plus la fin de la phrase, il prépare ses arguments pour se défendre. C'est fou de se dire qu'un pronom fait ça. Alors que commencer par « je », ça exprime une réalité subjective. On ne peut pas débattre d'une émotion. C'est clair, si je dis « je suis triste », l'autre va pas répondre « bah non, c'est faux, tu l'es pas ». Exactement, ça enlève le procès d'intention. Et Lucas a eu cette phrase magnifique dans la source. Il a dit qu'avant, ils étaient sur un champ de bataille et que depuis le jeu, ils avaient l'impression de couler les fondations d'une vraie maison. Ils ont arrêté de s'attaquer pour commencer à s'expliquer. C'est puissant. Très puissant, oui. Bon. Alors, du coup, comment les gens qui nous écoutent peuvent appliquer ça concrètement ce soir dans leur salon? La source détaille une vraie boîte à outils en 5 étapes. Oui, et la toute première étape, c'est de choisir un moment calme, sans distraction. Pas de télé, pas de téléphone, une attention totale. Alors là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Le moment calme parfait,
Avec le boulot, les gosses qui crient, le chien, dans la vraie vie, il n'existe pas ce moment, hein. C'est un mythe, ça, non? C'est vrai que c'est une objection qu'on entend tout le temps. Mais le piège, c'est d'attendre l'alignement des planètes ou les vacances à Bali pour se parler. Oui, bon, on peut attendre longtemps. L'idée ici, c'est l'intentionnalité. Si le moment n'existe pas, on le crée artificiellement, même juste pour 10 minutes. C'est s'enfermer dans la cuisine et dire voilà, pendant 10 minutes, le monde n'existe plus. C'est envoyer un signal fort à l'autre, en fait. Exactement. C'est dire ce qu'on a à se dire a plus de valeur que n'importe quelle autre urgence extérieure. D'accord, donc on sanctuarise le temps, même court. Ensuite, la règle 2, on l'a vu avec Lucas et Sarah, c'est l'usage du jeu et l'interdiction du tu qui tue. On ouvre le capot. Voilà. Et ça nous amène à la troisième règle, qui est sans doute la plus dure, l'écoute active. C'est-à-dire écouter vraiment sans préparer sa réponse dans sa tête. Ah purée, ça c'est l'Everest absolu. C'est super dur. C'est la discipline la plus exigeante. Comme on disait, notre ego se sent menacé, on est sur le banc des accusés, donc notre voix intérieure rédige déjà la plaidoirie. Et écouter les nuances de l'autre en même temps. L'écoute active, c'est faire taire ce monologue. On se concentre sur la voix de l'autre, ses mots, sans vouloir prendre le relais. Mais comment on désamorce cette espèce de panique intérieure? Parce que le cœur bat vite, quoi. Les pros conseillent souvent de se concentrer sur sa propre respiration et de se répéter mentalement « Mon rôle, là, tout de suite, c'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre le monde de l'autre. C'est un vrai changement de logiciel, ça. » Totalement. C'est plus un match pour marquer des points, c'est une investigation bienveillante. Ce qui fait une transition parfaite vers la quatrième règle. Oui, Il faut commencer petit. oui, très important. On va pas déballer 10 ans de rancœur le premier soir. C'est le meilleur moyen de tout faire péter. L'idée, c'est de démarrer avec des questions positives, genre « Qu'est-ce qui t'a fait du bien cette semaine ?» C'est comme la salle de sport. Tu commences pas par soulever 100 kilos le premier jour. Grave. On échauffe le muscle émotionnel en douceur. Et ça nous amène à la dernière règle, la cinquième, être patient. Exprimer ses émotions, surtout si on les a enfouies toute sa vie, c'est une compétence qui s'apprend. Il y aura des ratés, on va parfois bégayer ou revenir au tu. C'est normal de trébucher, en somme. L'important, c'est la régularité. Mais attention, si on relie ça à une perspective plus globale, tous ces outils s'effondrent sans une notion clé mentionnée dans la source, le consentement émotionnel et le respect. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas ça pour manipuler. Exactement. On prend la parole pour se rapprocher, jamais pour punir ou pour gagner une dispute. C'est pas un tribunal, c'est un espace de soins. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Ça remet pas mal en cause cette fameuse crise de la routine dont tout le monde parle. C'est clair, le grand méchant loup de la routine. On blâme souvent l'ennui, la répétition. Mais en écoutant tout ce qu'on vient de dire, ça pousse à une réflexion assez dingue. Si parler de ses émotions, ça s'apprend comme une langue étrangère. Ouais, Se pourrait-il que cette fameuse routine, ça soit juste un oubli collectif du vocabulaire émotionnel? C'est pas manger des pâtes le mardi qui tue le couple. Ce qui tue l'amour, c'est qu'on a oublié comment conjuguer nos angoisses et nos envies avec l'autre. c'est une excellente façon de voir les choses. Et peut-être que le véritable courage amoureux, c'est pas la grande déclaration du premier jour. C'est plutôt d'accepter de se réintroduire à l'autre encore et encore, avec nos nouvelles failles, au fil des années. Parce qu'une relation, c'est vivant. C'est un organisme qui respire et qui a besoin de mots justes pour survivre au temps qui passe. En résumé, le silence est l'ennemi, l'écoute est un don, et le pronom « je » est notre meilleur bouclier. C'est un travail quotidien, mais ça en vaut tellement la peine. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Prenez soin de vos mots, prenez soin de vos liens, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée ensemble.